Alors monsieur Cliquenois, je suis très heureux de vous retrouver cette semaine. Suite à notre précédent entretien, nous avons parlé la semaine dernière du sujet donc de la présence, de l'influence, du mode d'action des grandes fondations internationales financières auprès des instances de droits de l'homme. Alors c'est un sujet que bien sûr le CLJ connaît bien. Vous avez publié il y a un an, un excellent ouvrage aux presses universitaires de Cambridge, un ouvrage en anglais, European Human Rights, Justice and Privatization. C'est un excellent livre qui explique comment ces ONG, ces fondations agissent, interviennent, financent, soutiennent des actions de façon stratégique auprès des instances internationales. C'est tout un domaine, en fait, de ce domaine, de ce système de protection des droits de l'homme qui est méconnu. Vous l'avez largement exposé, montré, analysé en profondeur avec un travail scientifique et d'analyse remarquable. Donc je suis très heureux de poursuivre avec vous la discussion aujourd'hui, ce soir. Bienvenue, monsieur Cliquenois. Merci beaucoup à vous. Je suis ravi d'être là pour évoquer ce sujet. Oui, alors merci beaucoup pour cet entretien, pour la suite de cet entretien. C'est vraiment très intéressant. Donc la semaine dernière, vous avez fait une première présentation de ce mécanisme d'influence, d'action, d'intervention. Vous avez présenté les grands acteurs, leur profil. Alors vous avez dit que ce sont principalement effectivement des institutions au départ financières qui agissent de façon stratégique auprès des instances internationales. Alors j'aurais une question à vous poser. Quelle est finalement la conception de la démocratie que ces fondations ont, parce qu'on a l'impression qu'elles promeuvent ou qu'elles disent promouvoir la démocratie d'un côté, mais de l'autre, leur mode d'action n'est pas franchement démocratique. Oui, c'est un excellent paradoxe que vous soulevez. De fait, les grandes fondations privées soulignent effectivement, et les ONG qui sont soutenues par ces fondations privées soutiennent le fait qu'elles sont en plein soutien de la démocratie, des droits de l'homme et de l'état de droit, mais leur conception de l'État est une conception libérale, c'est-à-dire qu'elles conçoivent l'État finalement comme un acteur qui doit laisser faire le marché et qui doit juste réguler la liberté des individus. Donc il y a une sorte de contradiction dans la mesure où l'État doit en fait laisser faire quelque part ces fondations privées, à la fois dans leurs interventions économiques, dans leurs interventions judiciaires, etc. C'est ça, parce que lorsque l'on voit finalement on a comme le sentiment de voir ces grandes fondations qui ont des stratégies, qui ont des plans d'action, des objectifs à court et moyen terme, et qui peuvent très bien décider, par exemple, de faire, entre guillemets, une offensive contre telle législation dans tel pays. Et alors même que cette législation est soutenue, adoptée par le pays, par la démocratie locale. Donc on voit quand même finalement un petit groupe de personnes à New York qui décide, au nom de la démocratie, d'attaquer une loi soutenue par la démocratie locale. Donc il y a quand même, me semble-t-il, dans le système, un vrai paradoxe. Est-ce qu'eux ne se rendent pas compte de cette tension ? Est-ce qu'ils pensent finalement avoir la vraie conception de la démocratie et devoir l'enseigner aux peuples locaux, nationaux ? Non, je pense que cette question elle est extrêmement pertinente et je pense que derrière la façade démocratique, entre guillemets, stratégiquement, au plus pour eux les États sont faibles, au plus c'est intéressant d'exploiter cette faiblesse pour imposer leurs intérêts, mais toujours de manière discrète, via des lobbies. Là, on le voit, c'est un lobby judiciaire extrêmement discret, et c'est peut-être la raison pour laquelle je pense que dans la littérature francophone, en tous les cas, c'est peu intéressé à ces domaines, dans le sens où d'abord il y a un caractère extrêmement discret, voire caché, de ces influences, et qu'il faut, à travers des études de longue durée, on voit qu'il faut plusieurs années pour pouvoir étudier et mettre en lumière ces phénomènes. Donc effectivement, mais je pense que derrière cette façade démocratique, il y a la croyance dans un régime oligarchique qui était déjà dénoncé par Platon,
à la fois dans la République et dans ses lois, qui est son dernier ouvrage. Et je crois que c'est ça, en fait. Derrière, ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'ils sont animés par la conviction que la République de Platon est un ouvrage intéressant et qu'ils aimeraient développer cette conception entre le régime tyrannique et le régime oligarchique. Mais je pense que ça leur donne des idées. Derrière tout ça, je pense que la démocratie est une façade pour eux. Voilà en tous les cas sur j'ai pas fait part des entretiens que j'ai pu mener, j'en ai mené peu, mais ça donne cette impression que la démocratie n'est jamais qu'une façade pour faire avancer des causes et une conception particulière à la fois de l'État, des individus, etc. Bon, bah écoutez, c'est aussi un constat que j'ai pu mener, avoir observé. Euh, Est-ce que vous diriez que certaines causes sont soutenues dans le but d'affaiblir justement ou de diviser l'État, de réduire son pouvoir? Bien sûr, je pense que une des raisons pour lesquelles la Cour européenne des droits de l'homme et aussi la Cour de justice de l'Union européenne sont des juridictions visées par ces grandes fondations privées et ces ONG, c'est qu'elles permettent justement de faire condamner des États et de les obliger à adopter des mesures en réponse, surtout dans des arrêts de principe, ou surtout ce qu'on a appelé des arrêts pilotes qui sont un mécanisme adopté par la Cour européenne des droits de l'homme depuis 2004 et qui oblige les États qui sont condamnés à ces arrêts pilotes, qui renvoient à des causes structurelles pour rendre compte des violations systémiques des droits de l'homme dans ces États. Les États, en réponse, sont obligés d'adopter des plans d'action et dans lesquels ils doivent détailler des mesures législatives et administratives pour cesser les violations de droits de l'homme pour lesquelles ils ont été condamnés dans ces arrêts pilotes. Et donc, en fait, on voit bien comment la souveraineté nationale peut être attaquée ou, en tous les cas, diminuée via ces mécanismes-là. Est-ce que vous diriez aussi que la promotion systématique et de façon souvent conflictuelle des droits des minorités participe de ce mouvement de fragilisation de l'État ou de la société? Oui, bien sûr, parce que en fait, ces actions judiciaires permettent de nourrir les revendications, encore davantage de revendications des minorités. Mais il faut bien voir que les minorités sont une manière, enfin, ou sont une sorte d'instrument qui permettent à ces fondations privées de revendiquer ou d'accéder à davantage d'harmonisation entre les États, c'est-à-dire d'avoir finalement une sorte de mondialisation des régimes politiques via ces minorités. À partir du moment où tous les États ont des minorités qui se ressemblent, eh bien, on va pouvoir aller vers un grand État mondial, voilà, vers une globalisation espérée. Je pense que derrière la finalité, c'est la globalisation économique, la globalisation politique, la globalisation dans tous ces États, enfin, c'est le cas de le dire. Et alors, est-ce que vous avez aussi observé des actions de ces grandes fondations au soutien de causes purement économiques ou financières? Oui, c'est vrai que il y a plusieurs décisions de la Cour européenne des droits de l'homme en matière économique, notamment en matière de privatisation des terres, donc des propriétés, qui ont été fait l'objet de recours d'ONG qui étaient financés et soutenus par des fondations privées, qui donc réclament une accélération et un développement de la privatisation de ces terres, de ces propriétés, donc dans plusieurs anciens pays d'États de l'Est, pour accélérer ce mouvement de privatisation et de non-encadrement par l'État des prix des terrains. C'est ça. Ce qui fait que forcément, on va arriver à des formes de spéculation qui sont voulues de toute manière et désirées par les fondations privées, qui ont des intérêts économiques. J'ai l'impression vraiment, à travers ce livre, que c'est une manière pour ces fondations privées qui sont extrêmement influentes dans le domaine économique d'avoir de l'influence dans un domaine plus culturel, politique. C'est un peu le pendant
si vous voulez, de leur action économique dans le champ économique, mais qu'il y a des formes de porosité entre le domaine judiciaire et le domaine économique. Et certains de ces arrêts montrent bien, qui ont été obtenus par ces fondations privées, montrent bien cette influence aussi sur l'économie. C'est ça. Est-ce que vous avez aussi observé que ces fondations visent plus particulièrement certains pays plus que d'autres, ou alors leur action au contraire est équitable, juste et porte sur l'ensemble des pays membres du Conseil de l'Europe? Non, non, il y a vraiment un ciblage très fort sur les anciens pays de l'Est et sur la Russie. Alors, on peut l'expliquer de différentes manières, hein, mais il y a une réelle présence d'abord d'ONG soutenues et financées par les fondations privées en Russie. Alors, ça a fait l'objet de mesures de rétorsion par la Russie, de contrôle des ONG sur les financements étrangers. Donc, ce phénomène est tellement vif que la Russie a réagi par rapport à ça, à ce qu'elle a estimé être une intrusion étrangère de ces fondations privées, mais on trouve les mêmes d'autres États tels que la Hongrie, la Pologne, on peut dire aussi la Roumanie et la Bulgarie, qui sont vraiment visés par ces actions judiciaires, et on le voit dans les montants des financements qui sont octroyés par les fondations privées aux ONG, mais aussi même l'Open Society a sa propre équipe de juristes pour mener les recours devant la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice, et on voit bien que si on regarde les arrêts qui ont été obtenus, la majorité de ces arrêts visent des pays de l'Est, d'anciens, dont la Russie. Donc on voit bien qu'on a une action ciblée à la fois par la présence d'ONG dans ces États, mais aussi par le financement et l'obtention des arrêts. Donc il y a plusieurs indicateurs de cette présence. On le voit aussi dans l'exécution des arrêts, dans la supervision de l'exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, qui font l'objet d'un suivi particulièrement attentif quand ça concerne les anciens pays de l'Est et la Russie. Alors, quel est alors là, on entre un peu dans le sujet aussi du rapport de l'ECJ sur les ONG et la CEDH, mais quel est, selon vous, le degré de pénétration de l'influence de ces fondations au sein même du système? Parce que là, vous avez principalement décrit leur action depuis l'extérieur, en introduisant des recours, oui, ou en suivant, mais dans le système du Conseil de l'Europe, de la Cour, des Nations Unies, est-ce que l'influence va au-delà? Parce qu'il y a aussi des questions de personnes, des questions de financement. Comment est-ce que vous décririez l'étendue de l'influence au sein du système? Alors, effectivement, vous avez raison de pointer le fait que cette influence ne se fait pas seulement sur les décisions. Donc, elle se fait sur les inputs, c'est ce que j'ai décrit, c'est-à-dire le travail de financement et de dépôt des requêtes qui peuvent se faire soit directement, c'est-à-dire que là, la partie qui dépose la requête le fait soit au nom de l'ONG, soit l'ONG est en backup et donc en soutien derrière, ou alors en tierce intervention, où là, finalement, l'ONG va avoir la possibilité, ou la fondation privée va avoir l'occasion de donner ses commentaires au juge. Voilà. Donc, il y a cette première influence, et la deuxième influence se fait sur les outputs, c'est-à-dire sur les décisions elles-mêmes et l'exécution des arrêts, des décisions, où les ONG et les fondations privées ont la possibilité de faire des commentaires sur l'exécution des arrêts, de soumettre des commentaires et des avis au comité des ministres qui est en charge de la supervision de l'exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, du moins pour les arrêts pilotes. Il y a un troisième mode d'influence qui va être l'influence privée sur les structures elles-mêmes de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de justice d'ailleurs, qui elle se fait plus via l'influence sur le Parlement européen, au niveau du Parlement européen. Mais sur la Cour européenne des droits de l'homme, on voit très bien que les fondations privées arrivent et les ONG arrivent à être représentées dans les comités de réforme de la Cour, par exemple le comité F, qui va rédiger des projets de réforme des cours
Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ils ont obtenu, alors peut-être, je sais pas, ça, il y a un débat là-dessus à leur corps défendant la constitutionnalisation des deux cours. Mais la constitutionnalisation a des intérêts, enfin a un certain plutôt attrait pour eux, dans le sens où la constitutionnalisation des cours permet d'avoir un filtrage des requêtes, davantage de filtrage qui fait la part belle à une sorte de Oui. requérants professionnels que sont les ONG et les fondations privées. Donc ça va favoriser leurs intérêts et par ailleurs, la constitutionnalisation implique aussi d'avoir des grands arrêts de principe qui vont faire la part belle aussi à une influence plus importante sur les États. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Cliquenoy. Donc, je renvoie à votre ouvrage, donc paru en anglais, Presse universitaire de Cambridge, European Human Rights, Justice and Privatization, The Growing Influence of Foreign Private Funds. C'était une émission très intéressante, passionnante. Merci beaucoup et à la semaine prochaine sur RCF.